L'odeur du sang coagulé imprégnait les pierres froides du château de Tiffauges. Nous sommes en septembre 440 et les murs qui autrefois résonnaient des chants de victoire murmuraient désormais des secrets indicibles. Dans les appartements supérieurs, un homme à la barbe noire contemplait ses mains tremblantes, des mains qui avaient brandi l'épée aux côtés de Jeanne d'Arc, reçu la bénédiction des rois, touché lors de 1000 conquêtes. Maintenant, ces mêmes mains tremblaient non pas de peur du combat, mais du poids insupportable d'une vérité qu'il ne pouvait lui-même totalement appréhender. Gilles de Rais, autrefois le plus jeune maréchal de France, était devenu quelque chose qui défiait toute définition humaine. 15 ans plus tôt, en 425, à 21 ans, Gilles de Montmorency-Laval, baron de Rais, incarnait le faste de la noblesse française. Son corps mince mais musclé se mouvait avec la grâce naturelle de ceux nés pour commander. Ses yeux bleu-gris brillaient d'une intelligence aiguë qui impressionnait même les courtisans les plus expérimentés de Charles VII. Sa barbe noire soigneusement taillée encadrait un visage aux traits aristocratiques que les dames de la cour trouvaient d'une beauté renversante. Lorsqu'il traversait les couloirs du Louvre, le bruit de ses bottes de cuir sur le marbre était accompagné du bruissement des soieries et du murmure admiratif de ceux qui assistaient à son passage. La fortune de Gilles était légendaire même parmi la haute noblesse. Il possédait des châteaux disséminés en Bretagne et en Anjou. Machecoul, Tiffauges, Chantossé, Blaison, chacun d'eux une forteresse imposante dominant le paysage environnant comme une affirmation de puissance. Ces terres s'étendaient sur des lieux lui rapportant une richesse annuelle rivalisant avec celle du roi lui-même. Des estimations de l'époque suggèrent que ces domaines généraient l'équivalent de 2 millions de livres françaises par an, une somme astronomique qui permettait aux jeunes barons de maintenir une cour particulière de centaines de personnes, comprenant soldats, artistes, alchimistes et ecclésiastiques. C'est dans ce contexte d'opulence quasi mythique que Gilles croisa le destin en la personne d'une jeune paysanne prétendant entendre des voix divines. Jeanne d'Arc arriva à la cour en 1429 et dès leur première rencontre, quelque chose d'inexplicable y a ces deux êtres, apparemment si différents. Peut-être était-ce la reconnaissance mutuelle d'âmes touchées par des forces dépassant la compréhension humaine ordinaire, ou simplement la fascination que deux personnalités extrêmes exercent l'une sur l'autre. Gilles vit en Jeanne non seulement une sainte guerrière, mais un reflet déformé de sa propre nature intense et absolue. Les premières disparitions d'enfants commencèrent à l'hiver 4. Au début, les villageois attribuèrent ces absences aux difficultés de l'époque. Les enfants orphelins fuyaient souvent à la recherche de meilleures conditions et la mortalité infantile était naturellement élevée. Mais il y avait quelque chose de différent dans ces disparitions. Les enfants qui disparaissaient étaient toujours les plus beaux, ceux aux yeux les plus brillants, ceux dont l'innocence semblait presque surnaturelle. Et tous avaient été vus pour la dernière fois près des domaines de Gilles de Rais. Les domestiques du château commencèrent à chuchoter à propos d'odeurs étranges émanant des appartements du seigneur, une odeur douce et nauséabonde rappelant des fleurs en décomposition mêlées à du fer oxydé. Les blanchisseuses rapportèrent des vêtements tachés de substances qu'elles ne pouvaient identifier et qui résistaient à toute tentative de nettoyage. L'une d'elles, Marguerite Larousse, confia à une amie: « Les vêtements du Seigneur nous arrivent avec des taches qui semblent vivantes, qui se répandent dans l'eau comme du sang, mais avec une odeur qui me donne envie de vomir. Et il y a toujours des morceaux de tissu déchirés, comme s'ils avaient été arrachés avec violence. » Durant cette période sombre, certains observateurs attentifs commencèrent à remarquer des changements physiques chez Gilles. Sa posture, autrefois altière et militaire, avait pris quelque chose d'une courbure, comme s'il portait un poids invisible sur ses épaules. Ses yeux, autrefois brillants, avaient acquis une qualité vitreuse et distante, surtout lorsqu'il observait des enfants. Sa peau, autrefois colorée par la vie en plein air des campagnes, était devenue pâle et cireuse, comme s'il voyait rarement la lumière du soleil. Sa barbe, autrefois soigneusement taillée, avait poussé de façon incontrôlée, cachant partiellement un visage qui semblait se dissoudre de l'intérieur. Si vous avez suivi ces récits qui révèlent les aspects les plus sombres de la nature humaine, abonnez-vous pour continuer à explorer les mystères que l'histoire préfère oublier. Chaque récit que nous partageons est une fenêtre pour comprendre comment la grandeur peut se transformer en horreur, et comment les limites de la morale peuvent être dépassées par des esprits qui ont perdu contact avec leur propre humanité.
les rituels commencèrent de manière presque expérimentale. Prelati avait convaincu Gilles que certains sacrifices étaient nécessaires pour attirer l'attention des démons qui pourraient restaurer sa fortune, car, paradoxalement, malgré son immense richesse, le maréchal avait commencé à dépenser de manière effrénée, finançant des projets de plus en plus extravagants et bizarres. Le premier enfant amené dans ses appartements privés était un garçon d'une dizaine d'années, fils d'un paysan qui croyait envoyer son fils servir de page à la cour du noble. Ce qui s'est passé cette nuit-là reste enveloppé de mystère, mais les fragments d'informations qui ont émergé lors du procès ultérieur peignent un tableau terrifiant. Selon le témoignage d'Étienne Corillot, connu sous le nom de Poitou, qui servait comme écuyer personnel de Gilles, le rituel impliquait des invocations en latin corrompu, des bougies noires qui fondaient en dégageant une fumée âcre, et des cercles tracés au sol avec des substances qu'il préféra ne pas identifier. Le garçon, initialement confus mais encore confiant dans la bonté des adultes, comprit progressivement que quelque chose de terrible allait arriver. Poitou, dans son témoignage enregistré par les greffiers du tribunal, décrivit la transformation qu'il avait observée chez son seigneur pendant ses rituels. Je voyais le maréchal comme s'il était possédé par quelque chose au-delà de sa volonté. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une excitation qui me remplissait d'horreur. Il parlait à l'enfant sur un ton doux, presque paternel, tandis qu'il préparait des instruments dont je n'osais imaginer la fonction. C'était comme si deux personnes habitaient le même corps, le noble chevalier que j'avais servi pendant des années, et quelque chose de monstrueux qui s'était emparé de son âme. Les récits suggèrent que Gilles développait une intimité troublante avec ses victimes avant de les tuer. Il conversait avec elles au sujet de leur famille, de leurs espoirs, de leurs peurs enfantines. Il leur offrait des bonbons et des jouets, créant une atmosphère de fausse sécurité qui rendait l'horreur subséquente encore plus insupportable. Certains témoignages indiquent qu'il forçait les enfants à participer à des simulacres de cérémonies religieuses, où il jouait lui-même le rôle de prêtre dans une parodie blasphématoire de la messe chrétienne. La technique d'assassinat variait, mais suivait toujours un modèle ritualistique. Gilles croyait apparemment que la pureté des enfants, combinée à la terreur extrême au moment de la mort, créait une énergie spirituelle qui pouvait être canalisée pour ses objectifs alchimiques et démoniaques. Il utilisait des cordes de soie pour l'étranglement, ce qui lui permettait un contrôle précis du processus de mort, prolongeant l'agonie tandis qu'il observait la vie s'échapper des yeux de ses victimes. D'autres fois, il utilisait des poignards cérémoniels, recueillant le sang dans des coupes d'argent qui étaient ensuite utilisées dans ses invocations. Le château de Tifauge devint progressivement un labyrinthe d'horreur. Des appartements furent transformés en chambres de torture, décorés de symboles occultes et d'artefacts macabres. Une salle spécifique fut désignée pour les rituels les plus importants. Ses murs étaient peints en noir et le sol était recouvert de pierres faciles à nettoyer. Des bougies spéciales faites de graisse humaine selon certaines allégations brûlaient continuellement, créant une atmosphère de crépuscule perpétuel qui semblait absorber tout vestige d'espoir ou d'innocence. Les serviteurs les plus proches de Gilles furent progressivement corrompus ou éliminés. Ceux qui manifestaient des signes de résistance ou d'horreur excessive disparaissaient tout simplement, remplacés par des individus à la morale plus flexible ou déjà impliqués dans des activités criminelles. Henri Griard, qui servit comme chambellan durant les années les plus sombres, déclara plus tard « Le château n'était plus un foyer mais une représentation des enfers sur terre. Le silence n'était rompu que par les cris qui émanaient des appartements du Seigneur, cris que nous avons appris à ignorer si nous voulions préserver nos propres vies. » Entre 1432 et 1440, on estime qu'entre 140 et 300 enfants ont disparu à proximité des domaines de Gilles de Rais. La plupart étaient des paysans pauvres, enfants de familles sans influence politique pour enquêter convenablement sur les disparitions. Mais Gilles devint de plus en plus audacieux, commençant à cibler les enfants de familles plus aisées, ce qui attira inévitablement une attention indésirable. La transformation physique de Gilles durant ces années fut remarquable. Des peintures de l'époque montrent un homme ayant considérablement perdu du poids, avec des cernes profondes qui donnaient à son visage une apparence squelettique. Ses mains, autrefois fermes et habiles avec l'épée, développèrent un tremblement constant, sauf pendant les rituels, où un calme surnaturel semblait le saisir. Sa voix, autrefois forte et autoritaire, devint un sifflement qui obligeait ses interlocuteurs à s'approcher dangereusement pour le comprendre.
Les dépenses extravagantes continuèrent parallèlement aux meurtres rituels. Gilles finançait de grandioses spectacles théâtraux qui coûtaient une fortune. Une seule représentation sur la vie du Christ, mise en scène en 435, coûta l'équivalent du budget annuel d'une petite ville. Il entretenait des centaines de chanteurs et de musiciens, organisait des banquets pantagruéliques où étaient servis des mets exotiques venus des confins du monde connu. C'était comme s'il tentait, par l'excès et l'opulence, d'étouffer les cris qui résonnaient dans sa conscience durant ces moments de lucidité. L'alchimie devint son obsession publique, tandis que les meurtres rituels restaient son secret le plus noir. Il dépensait des sommes astronomiques en équipements alchimiques, alambics en cristal vénitien, fours spéciaux construits par des artisans allemands, ingrédients rares importés d'Orient. Son laboratoire à Tifauge devint le lieu d'expériences de plus en plus bizarres, où il tentait de transmuter non seulement les métaux, mais l'essence même de la vie et de la mort. François Prelati, son mentor démoniaque, exerçait sur lui une influence hypnotique. Le Florentin avait parfaitement identifié les faiblesses psychologiques de Gilles, son besoin d'absolu, son incapacité à accepter les limites, sa faim insatiable d'expériences transcendant le mondain. Prelati nourrissait ses tendances avec des théories pseudo-philosophiques sur la nature du bien et du mal, arguant que seule l'exploration complète de ces deux extrêmes permettait à une âme d'atteindre la véritable illumination. Lors d'une de ses invocations les plus élaborées, réalisée au printemps 1439, Gilles affirma avoir finalement établi un contact direct avec Baron, un démon spécifique mentionné dans les grimoires de Prelati. Selon son propre récit ultérieur, la créature apparut sous la forme d'un jeune homme beau, vêtu de soie écarlate, avec des yeux qui reflétaient des flammes sans les consumer. Baron promit supposément à Gilles non seulement de l'or infini, mais la connaissance des secrets les plus profonds de l'existence, en échange d'un prix qui augmentait à chaque rencontre. Les exigences démoniaques devinrent progressivement plus spécifiques et perverses. Les meurtres simples ne suffisaient plus. Les rituels nécessitèrent des niveaux de torture et de dégradation qui mettaient à l'épreuve même l'esprit tordu de Gilles. Des enfants étaient maintenus en vie pendant des jours ou des semaines, soumis à des abus physiques et psychologiques soigneusement calculés pour maximiser leur souffrance. Gilles développa une expertise troublante pour prolonger l'agonie, étudiant l'anatomie humaine non pas pour guérir mais pour torturer avec une efficacité maximale. Ses journaux personnels, découverts plus tard et ensuite brûlés par l'Église, contenaient des descriptions détaillées de ses expériences. Des fragments qui ont survécu suggèrent un esprit ayant complètement perdu le contact avec tout sens de la moralité humaine. Il catégorisait ses victimes par âge, apparence physique et réaction à la terreur, comme s'il s'agissait d'échantillons de laboratoire. Il développait des théories élaborées sur la relation entre l'innocence, la souffrance et le pouvoir spirituel, créant une théologie personnelle qui justifiait toute atrocité. La fin commença avec l'enquête lancée par le duc de Bretagne en 1440. Les familles des victimes avaient finalement trouvé une voix collective et les rumeurs concernant des activités étranges dans les châteaux de Gilles parvinrent aux oreilles d'autorités qui ne pouvaient plus les ignorer. Le prétexte initial fut indifférent sur des propriétés ecclésiastiques, mais les enquêteurs découvrirent rapidement des preuves de crimes bien plus graves. L'arrestation eut lieu en septembre 1440, lors d'une embuscade soigneusement planifiée. Gilles fut capturé à Machecoul par des soldats du duc de Bretagne, dans une opération qui rassembla plus de 200 hommes armés, un nombre qui témoigne à la fois de l'importance et du danger représenté par l'ancien maréchal. Des témoins rapportèrent qu'au moment de la capture, Gilles ne manifesta ni surprise ni résistance. Au contraire, il semblait presque soulagé, comme si un poids insupportable venait enfin d'être retiré de ses épaules. Le procès qui suivit fut l'une des premières grandes mises en scène juridiques de l'histoire médiévale. Mené simultanément par des tribunaux civils et ecclésiastiques, il attira l'attention de toute l'Europe. Gilles de Rais, le héros d'Orléans, le compagnon de Jeanne d'Arc, le plus jeune maréchal de France, était jugé pour des crimes qui défiaient la compréhension humaine. Durant les premières semaines du procès, Gilles adopta une posture de dignité blessée, niant toutes les accusations et affirmant être victime d'une conspiration politique. Il portait ses plus beaux vêtements, velours noir brodé d'or, une chaîne d'argent ayant appartenu à son grand-père, dans une tentative de préserver son autorité aristocratique. Mais à mesure que les témoignages s'accumulaient, à mesure que les détails horribles émergeaient des déclarations de ses propres serviteurs, quelque chose en lui commença à s'effondrer. Le moment fatidique arriva lorsque Pierre, son fidèle écuyer, fut contraint de témoigner contre lui.
L'homme qui avait servi Gilles pendant plus d'une décennie, qui avait partagé des champs de bataille et des nuits de gloire, relatait désormais des scènes qui firent pâlir même les juges les plus expérimentés. Pierre pleura durant son témoignage, non pas de trahison mais de soulagement de pouvoir enfin partager le poids des secrets qui avaient corrompu son âme. Lorsque Lorenzo fut appelé à témoigner, l'atmosphère du tribunal changea palpablement, le Florentin, gardant toujours sa beauté angélique mais les yeux révélant une froideur troublante, avoua non seulement sa propre participation au rituel, mais fournit des détails que seul un intime pourrait connaître. Il décrivit les invocations, les symboles utilisés, les mots spécifiques que Gilles murmurait pendant les meurtres. Plus troublant encore, Lorenzo manifestait une satisfaction subtile en relatant ces atrocités, comme s'il décrivait des œuvres d'art dont il était fier. Ce fut lors du témoignage d'un des rares témoins oculaires, un garçon qui avait réussi à s'échapper de Tifauge, que Gilles s'effondra enfin. L'enfant, âgé d'une douzaine d'années, décrivit avec une précision terrifiante comment il avait été emmené dans les appartements du noble, comment il avait été à la fois caressé et tourmenté, comment il avait assisté à la mort d'autres enfants avant de réussir à s'échapper une nuit où les gardes étaient ivres. Le récit de l'enfant fut entrecoupé de détails que seul quelqu'un ayant vécu cette horreur pouvait fournir, l'odeur spécifique des bougies noires, le son des invocations en latin, la texture des cordes de soie, l'expression du visage de Gilles durant les moments d'intensité rituelle les plus forts. Au fur et à mesure que l'enfant parlait, Gilles se mit à se tortiller sur sa chaise, les mains tremblant de plus en plus violemment, jusqu'à ce qu'il se lève finalement et crie « Assez! J'avoue! J'avoue tout !» Les aveux qui suivirent durèrent 3 jours. Gilles relata dans des détails nauséabonds non seulement les meurtres, mais les pensées et les sentiments qui les accompagnaient. Il décrivit l'évolution de sa folie, depuis le premier meurtre expérimental jusqu'au rituel élaboré des dernières années. Il parla de l'excitation qu'il ressentait pendant les actes de violence, de la sensation de pouvoir absolu qu'il éprouvait en décidant de la vie et de la mort de ses victimes. Plus troublante que la confession des crimes fut la tentative de Gilles de les justifier philosophiquement. Pendant de longues heures, il élabora des théories complexes sur la nature du mal, arguant que ces actes avaient été une forme d'exploration des limites de l'expérience humaine. Il citait des textes philosophiques et théologiques, mêlant des arguments aristotéliciens à des blasphèmes élaborés, créant un système de pensée à la fois érudit et complètement insensé. L'Église fit face à un dilemme sans précédent. Gilles de Rais n'était pas seulement un criminel ordinaire, mais un noble de haute lignée qui avait combattu aux côtés d'une sainte reconnue. L'exécuter sans lui offrir une chance de rédemption serait problématique, le pardonner serait impensable. La solution trouvée fut une mise en scène minutieuse de repentir et de réconciliation qui servirait à la fois aux objectifs juridiques et aux intérêts politiques de l'époque. Dans ces derniers jours, Gilles connut une transformation finale qui intrigua même ses geôliers. L'homme qui avait confessé des atrocités inimaginables commença à montrer des signes de ce qui semblait être un repentir sincère. Il passait des heures à genoux en prière, ses lèvres s'agitant dans des supplications silencieuses. Il pleurait fréquemment des larmes qui semblaient jaillir d'une source profonde de remords qui avait enfin trouvé expression. Il demanda la présence de prêtres pour une confession sacramentelle, et durant ses sessions privées, des témoignages suggèrent qu'il révéla encore plus de détails sur ses crimes, des détails considérés comme si troublants qu'ils furent immédiatement scellés par les confesseurs. Il demanda pardon non seulement à Dieu mais aux familles de ses victimes, envoyant des lettres manuscrites où il tentait d'exprimer un remords que les mots ne pouvaient pas contenir adéquatement. L'exécution fut fixée au 26 octobre 140, à Nantes. Au matin du jour fatal, Gilles porta des vêtements simples, une tunique de laine blanche qui contrastait radicalement avec les costumes somptueux qu'il avait portés toute sa vie. Ses cheveux avaient été coupés selon la coutume de l'époque, et sa barbe taillée révélait un visage qui avait vieilli de plusieurs décennies en quelques mois de captivité. Le chemin vers le gibet fut accompagné d'une foule venue de toute la région pour assister à la fin de l'homme qui avait incarné à la fois la grandeur et l'horreur de son époque. Certains criaient des injures et des malédictions, d'autres observaient dans un silence morbide, beaucoup pleuraient. Non pas pour Gilles mais pour les enfants dont il avait ôté la vie. Sur l'échafaud, Gilles s'adressa à la foule avec une voix qui avait retrouvé son ancienne autorité. Ces derniers mots, rapportés par de multiples sources, furent un mélange de confession publique, d'avertissement moral et de réflexion philosophique sur la nature du mal. Il mit en garde les jeunes présents contre les dangers de la richesse sans but, du pouvoir sans responsabilité, de l'intelligence sans sagesse.
Il décrivit sa propre chute comme un exemple de ce qui arrive lorsque l'âme humaine perd contact avec son essence divine. « J'ai vu l'enfer », déclara-t-il, non pas comme un lieu de punition divine, mais comme un état d'être que nous créons lorsque nous abandonnons complètement notre humanité. Chaque enfant que j'ai tué a emporté une partie de mon âme, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide habitée par des démons que j'ai moi-même invoqués. L'exécution fut menée par pendaison, suivie de l'incinération du corps, une combinaison destinée à garantir à la fois la mort et la destruction symbolique de toute trace de sa présence terrestre. Mais, dans une concession finale à son ancienne position, le corps fut retiré des flammes avant la carbonisation complète et enterré en terre consacrée, permettant à son âme d'avoir une chance de rédemption dans l'au-delà. Les châteaux de Gilles furent par la suite démolis ou abandonnés. Tifauge en particulier fut évité pendant des générations. Les habitants considéraient l'endroit comme maudit, et des rapports persistants d'apparitions et de phénomènes surnaturels ont maintenu les ruines désertes pendant des siècles. Même aujourd'hui, la région conserve des légendes sur les esprits d'enfants qui errent encore parmi les fondations détruites, cherchant la paix qui leur fut refusée de leur vivant. L'histoire de Gilles de Rais transcende la simple narration criminelle pour devenir une méditation sur la nature fondamentale du mal humain. Voici un homme qui possédait tout ce que la société considérait comme précieux. Une naissance noble, la richesse, la beauté, l'intelligence, le courage militaire, la proximité avec la sainteté par le biais de Jeanne d'Arc. Et pourtant ces mêmes qualités devinrent les instruments d'une dépravation qui défie toute tentative de compréhension rationnelle. Sa transformation d'héros national en monstre révèle quelque chose de troublant sur la condition humaine, que notre capacité au bien est inséparable de notre capacité au mal, et que les mêmes talents qui nous permettent d'atteindre des sommets sublimes peuvent sous certaines circonstances nous entraîner dans des abîmes inimaginables. Gilles ne fut pas corrompu par la pauvreté, l'ignorance ou le désespoir, il fut corrompu par l'abondance, par la connaissance et par une liberté absolue. La figure de Gilles de Rais demeure un miroir sombre de la noblesse médiévale, révélant les contradictions d'une époque qui vénérait simultanément la sainteté et la violence, la foi et la superstition, la beauté et l'horreur. Son histoire remet en question nos conceptions sur le progrès moral de l'humanité, suggérant que la civilisation est une fine pellicule qui peut être facilement percée lorsque les circonstances appropriées se présentent. Finalement, l'aspect le plus terrifiant de l'histoire de Gilles de Rais n'est peut-être pas les crimes qu'il a commis, mais la facilité avec laquelle il a réussi à les commettre pendant si longtemps. Sa position sociale créa une barrière protectrice qui permit à des centaines d'enfants de mourir avant que la justice n'intervienne enfin. Cela nous force à nous demander combien d'autres Gilles de Rais l'histoire a pu produire. Des figures dont les crimes sont restés cachés derrière des façades respectables, dont les atrocités ont été enterrées avec leurs victimes oubliées. La légende persiste, transformée par le temps en un mélange de faits historiques et de mythes populaires. Certains historiens soutiennent que Gilles fut victime d'une conspiration politique, que ses confessions furent obtenues sous la torture, que les preuves contre lui furent fabriquées. Mais même si l'on tient compte de la possibilité d'exagération, le cœur de l'histoire demeure: un homme au potentiel extraordinaire a choisi d'utiliser ses dons pour infliger des souffrances incommensurables, transformant sa vie en une exploration systématique des aspects les plus sombres de la nature humaine. Ainsi se termine l'histoire de Gilles de Rais, mais son ombre s'étend bien au-delà de sa mort physique. Au cours des siècles qui ont suivi, sa figure a évolué de criminel historique à archétype culturel, influençant la littérature gothique, inspirant des légendes sur le vampirisme et servant de base à d'innombrables réflexions sur la nature du mal absolu. Gilles de Rais est mort il y a près de 6 siècles, mais les démons qui la nourrissent restent affamés. Ils habitent non seulement les coins sombres de l'histoire, mais les espaces où le pouvoir rencontre la vulnérabilité, où l'autorité se transforme en tyrannie, où la civilisation révèle son visage le plus primitif et cruel. La véritable leçon de son histoire ne réside pas dans les détails spécifiques de ses crimes, mais dans la reconnaissance que le potentiel du mal absolu existe latent dans toute société, à toute époque, attendant seulement les circonstances appropriées pour émerger des ombres et prendre forme humaine. Gilles de Rais nous rappelle que la monstruosité n'est pas une aberration extérieure à la condition humaine, mais une possibilité inhérente à celle-ci, une possibilité que nous devons constamment surveiller, tant en nous-mêmes que chez ceux à qui nous confions le pouvoir et la confiance. Dans les pierres froides de Tifauge, où aujourd'hui seul le vent murmure à travers les ruines, résonne encore la question finale que sa vie représente.
Si même la plus haute noblesse, la plus grande richesse, l'éducation la plus raffinée et la proximité avec la sainteté n'ont pas été capables d'empêcher sa chute dans les profondeurs du mal, qu'est-ce qui peut réellement nous protéger des ténèbres qui habitent le cœur humain? La réponse peut-être ne réside dans aucune protection extérieure, mais dans la vigilance constante sur notre propre âme, dans la reconnaissance que la ligne entre le bien et le mal ne passe pas entre différents types de personnes, mais à travers le cœur de chaque individu. Gilles de Rais nous enseigne que la véritable noblesse ne réside pas dans le sang ou la richesse, mais dans le choix quotidien de résister aux murmures sombres qui résonnent dans les chambres les plus profondes de notre conscience. Et ainsi, dans les brumes de Bretagne, où les enfants évitent encore certaines ruines au crépuscule, l'histoire de Gilles de Rais demeure un memento mori de la civilisation, un rappel que notre humanité n'est pas un état permanent, mais une conquête fragile, qu'il faut protéger et renouveler chaque génération, chaque jour, chaque choix moral que nous affrontons dans la solitude de notre âme.